Salut tout le monde, c'est Haru. Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui n'a rien à voir avec le contenu que j'ai publié précédemment sur ma chaîne. Et je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder parce que de nos jours dans la société, c'est quand même un sujet assez tabou. Il y a beaucoup de préjugés et d'idées reçues sur tout ça. Et je fais cette vidéo aussi pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux, de troubles psychiques et qui ont peur d'en parler, qui ont honte. C'est quelque chose qui ne devrait pas être tabou et on ne devrait pas avoir honte d'en parler. Du coup, pour cette vidéo, je vais raconter mon vécu, mon histoire, ce que j'ai traversé, et j'espère pouvoir en aider quelques-uns. J'ai eu moi-même très honte pendant plusieurs années de tout ce que j'ai vécu. Souvent, quand on me pose des questions, je contourne le sujet, j'essaye de trouver des réponses bateaux pour pas qu'on me questionne encore plus, parce que j'avais peur d'être jugée. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir peur d'être jugé par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui est normal, qui existe, et je pense qu'on devrait tous pouvoir en parler librement, sans avoir peur du jugement des autres. Donc voilà, donc je vais vous raconter du coup tout ce que j'ai vécu pendant 4 ans, les différentes périodes par lesquelles je suis passée. En espérant que les personnes qui se reconnaîtront à travers mon histoire arriveront à en parler à leurs proches, à les demander de l'aide, parce que ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide, que ce soit auprès de psychiatres, de psychologues, de votre famille. Il n'y a pas de honte à avoir à ce sujet. Donc voilà, donc moi mon histoire, elle commence quand j'étais en 5e, 4e. Donc là j'ai 18 ans, c'est quand j'en avais 14. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais des très bonnes notes en cours, tout se passait bien. Et mon père a une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Et alors c'est pour ça aussi que je parle de ça, parce que l'alcoolisme c'est une maladie, ce n'est pas un choix. Et il faut bien se rendre compte que c'est une addiction comme une autre et que c'est très compliqué de s'en sortir. Donc mon père souffre d'alcoolisme. Donc disons que quand j'étais en 4e, il y avait des périodes très conflictuelles entre moi et mon père. Je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est pas de ça que j'ai envie de parler et ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. Mais je pense que c'est quand même important de resituer le contexte un petit peu. Donc voilà, mon père souffre d'alcoolisme et moi quand j'avais 14 ans, j'étais un peu agressive, disons, et j'ai eu pas mal d'altercations avec mon père. Au collège, ça se passait pas très bien. J'ai vécu une sorte de harcèlement. Alors les gens qui m'entourent l'ont peut-être pas perçu comme ça, mais moi je l'ai vécu comme quelque chose de très compliqué. Disons qu'il y a eu une altercation une fois avec une fille qui avait 1 an de plus que moi et qui était très populaire dans mon collège. Et depuis ce jour-là, ça a été très compliqué. Je me faisais cracher dessus des fois, je me faisais insulter à des moments. J'avais même des amis à moi ou d'autres personnes dans la cour qui venaient me voir et qui me demandaient pourquoi je me piquais, pourquoi je fumais autant de choses pas très légales, pourquoi, tout ce genre de questions, alors que ce n'était que des rumeurs. J'ai jamais touché à une clope de ma vie, donc voilà. Du coup, le contexte familial et le contexte scolaire étaient de plus en plus compliqués pour moi, donc j'ai commencé à me renfermer. Je me suis renfermée sur mon ordinateur. Je pense que c'était mon issue de secours, mon lieu où je pouvais m'évader, me retrouver. J'ai fait de nombreuses rencontres sur internet du coup, des bonnes et des mauvaises. Et je me suis renfermée de plus en plus dans ça. Pour moi, le monde virtuel était beaucoup plus important que le monde réel. Je me sentais bien que sur mon ordinateur avec mes amis virtuels. Petit à petit, j'ai commencé à avoir peur de m'endormir le soir. Donc ma maman coupait la Wi-Fi tôt le soir, donc vers 21h, pour pas que j'aille sur internet et pour que j'essaye de dormir. Mais j'y arrivais pas. Je me téléchargeais des films, des vidéos,
Et des fois, je veillais jusqu'à 4-5 heures du matin alors que je me levais à 6 heures pour aller en cours le lendemain. J'arrivais pas à dormir, j'avais peur de m'endormir en fait. Une de ces nuits, quand j'ai été prise d'une crise d'angoisse, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je me suis scarifiée. Et alors, c'est très important de parler de ça, je pense, parce que c'est quelque chose dont tout le monde a honte. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui pratiquent ça, et ça ne devrait pas être une honte. Au contraire, il faut en parler, c'est hyper important d'en parler. C'est quelque chose qui ne devrait pas être tabou et dont on ne devrait pas avoir honte. Moi, je me souviens quand j'avais essayé d'en parler à une amie, mais j'en parlais à personne d'autre. Et c'est vrai que quand ça a commencé à se savoir, tout le monde croyait que je voulais faire mon intéressante, que je voulais qu'on me regarde, alors que c'était pas vrai du tout. Et dans ces moments-là, quand on devrait recevoir de l'aide et du soutien, on reçoit surtout des jugements, des moqueries, des clichés. Moi, pour ma part, tout le monde a cru que je voulais faire mon intéressante. Pas grand monde ne me prenait au sérieux. Et je trouve ça très grave, parce que l'acte soit superficiel ou pas, c'est un acte grave qui est une sonnette d'alarme. Le fait de s'infliger du mal à soi-même, ça doit alerter les gens. Alors heureusement pour moi, j'ai une famille qui est très à l'écoute, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc c'est très important d'en parler. Du coup, je suis tombée dans une grosse spirale, un cercle vicieux, où je me faisais de plus en plus de mal, de plus en plus souvent, et je n'arrivais plus à me sortir de cette boucle. C'était vraiment une boucle infernale parce que je ressentais toujours le besoin, et dès que je m'arrêtais, quelques heures après, j'étais en manque. C'était vraiment comme une addiction. Je me faisais mal de plus en plus fort, de plus en plus profond. Et je me souviens de fois où j'arrivais même à en rigoler et pleurer en même temps. Alors on était en plein hiver à cette période, donc je ne le montrais pas, je le cachais. Et j'ai appris autour de moi que plusieurs amis le faisaient en même temps. Et j'ai appris tout ça en même temps. Et ça m'a fait énormément de mal en fait, parce que je m'en voulais. Je me suis dit, bah merde, quelqu'un s'est rendu compte de ce que je faisais et ça y est. J'ai cru qu'en fait c'était moi qui avais influencé tout le monde. Pendant la même période, j'ai commencé à ne plus manger. Je me faisais vomir, je mangeais plus beaucoup. Alors j'étais externe au collège et des fois je mentais à ma mère, je disais qu'on avait une activité le midi donc je devais rester au collège. Et si je mentais c'était uniquement pour me priver de repas le midi. Le soir je rentrais, je mangeais un petit peu et je me faisais vomir. Alors ça mes parents ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. C'est moi qui leur ai dit d'ailleurs quelques années après. J'avais perdu du poids, j'ai réussi à perdre 10 kilos, donc c'est quand même pas mal en un mois. Par rapport à la relation conflictuelle que j'avais auparavant avec mon père, on a été dans un CMP, donc c'est un centre médico-psychologique, donc qui est gratuit, donc c'est bien de le savoir parce que n'importe qui peut y aller et demander de l'aide. C'est accessible à tous. Donc on y est allé avec mes parents, pour essayer de trouver une solution pour apaiser les tensions familiales. Et à ce moment-là, la psychiatre du CMP m'a prise à part. On a eu une consultation que toutes les deux. Et elle m'a posé quelques questions. Et elle m'a diagnostiqué une dépression sévère. Donc là, ça a été très dur parce que je savais pas comment réagir. Je me suis détestée, encore plus que je me détestais. Et elle m'a dit qu'il fallait en parler à mes parents. On a eu un rendez-vous un mercredi, donc je suis sortie de cours, on y est allé. Et ça y est, là, c'était dit. Mes parents ont tout découvert, ont tout appris. Que je me scarifiais énormément, que j'avais envie de mourir. J'avais honte de moi, je me trouvais minable, faible. Et je m'en voulais énormément parce que j'avais peur de blesser mes parents. J'avais très très peur de les décevoir aussi. Et c'est vrai que quand vous êtes en dépression et que vous ressentez ce genre de choses, vous avez très peur en fait du jugement, de comment vont réagir les autres. Et
Et du coup, ça peut des fois faire barrage et vous bloquer pour en parler. Et je pense que ça ne devrait pas, justement, être un barrage. Il faut en parler, c'est hyper important. Du coup, voilà, ils l'ont appris. Et la psychiatre qui me suivait a proposé une hospitalisation. Donc là, c'était panique, parce que j'allais même plus en cours. J'étais devenue dépendante de mon ordinateur, en fait, et de mon monde virtuel, parce que c'était le seul endroit où je m'y sentais bien. Et là, elle m'a dit que j'allais être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, dans l'aile des ados. Donc là, gros coup dur, ça allait pas du tout, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Et 5 jours après, j'étais hospitalisée. Donc il faut savoir que là-bas, j'avais mon téléphone qu'1 heure par jour et qu'on n'avait pas droit aux ordinateurs, on avait rien, j'étais coupée du monde extérieur. Donc ça a été très dur au début parce que la première semaine, j'avais ni mon téléphone, j'avais pas le droit de voir mes parents. J'y suis restée 4 mois. On avait droit à des permissions le week-end pour rentrer chez nous. Et moi, j'ai eu droit aux permissions qu'au bout de 2 mois et demi. C'est vrai qu'au début, j'ai eu très peur quand on m'a dit qu'on me mettrait en hôpital psychiatrique. Quand j'y suis arrivée, j'ai retrouvé des gens normaux, en fait. Des gens comme moi. Alors, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré plein de personnes. Et en fait, je m'y suis sentie bien. Parce que les gens que j'y ai rencontrés me comprenaient, je les comprenais. Et j'ai créé des amitiés en or avec ces personnes. Alors, c'était pas facile tous les jours. C'est vrai que c'était très dur. Mais j'ai rencontré des personnes incroyables, extraordinaires. Des personnes comme vous et moi qui ressemblent à Madame Tout-le-Monde ou à Monsieur Tout-le-Monde. Et c'était très enrichissant en fait parce qu'on se comprenait entre nous. On n'avait pas tous les mêmes vécus, on n'avait pas tous les mêmes troubles, les mêmes pathologies parce que oui, la dépression est une maladie. Et c'est vrai que on se comprenait. J'ai rencontré une personne qui souffrait d'anorexie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui souffraient de dépression, qui se mutilaient. Des personnes comme moi qui avaient juste envie de mourir. J'ai rencontré des personnes bipolaires, une personne schizophrène. Vraiment, j'ai rencontré énormément de monde et il faut pas s'arrêter à l'étiquette qu'on colle sur le front des gens. Une personne qui va être schizophrène n'est pas une personne folle, c'est une personne qui souffre d'une pathologie. Ça ne fait pas d'elle une personne à éviter. Quand quelqu'un a un cancer, personne ne l'évite. Au contraire, on va être vers cette personne, on va l'aider. Mais c'est pareil, c'est une maladie comme une autre. Donc pour en revenir à mon hospitalisation, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Et ça m'a fait un gros déclic. Disons qu'après cette tentative, j'ai eu un protocole un peu plus strict. Donc c'est là où j'ai eu qu'un quart d'heure tous les soirs de téléphone. J'avais ma salle de bain fermée, mon placard fermé, c'est-à-dire que si je voulais me doucher, je devais appeler un soignant pour qu'il m'ouvre la salle de bain. Quand je me douchais, je devais me doucher que 5 minutes chrono et me préparer. Je devais avoir un soignant qui était présent. C'était très dur, mais je ne regrette absolument rien de tout ça parce que c'est ce qui a fait la personne que je suis maintenant. Le personnel hospitalier que j'ai rencontré était aussi génial. C'était vraiment des personnes exceptionnelles qui aimaient leur métier et qui s'y donnaient à fond pour nous aider. Et petit à petit, j'ai repris goût à la vie. Et j'avais compris que ma vie, elle n'était pas là, définitivement. Que ma vie, c'était pas rester enfermée là-bas. Que ma vie, elle était ailleurs. Donc, j'ai repris du poil de la bête. Et je suis sortie donc au bout de 4 mois. J'étais en 3e à ce moment-là, j'ai passé mon brevet, je l'ai eu, et on m'a inscrit en seconde au lycée. J'ai essayé de reprendre et ça a été très dur. Là j'ai fait une phobie scolaire, c'est-à-dire que j'allais en cours, les cours en eux-mêmes me stressaient. Dans ma classe, toutes mes amies très proches étaient parties dans d'autres lycées.
deux gars avec qui je m'entendais bien, mais je me sentais très seule en fait. Il faut savoir aussi que j'avais 2 jours d'hospitalisation par semaine, donc 2 journées de 9h à 17h, j'étais à la clinique où j'étais hospitalisée précédemment. Et pour suivre les cours, ça a été très dur. En fait, dès que j'arrivais au lycée, je suffoquais, j'avais peur, je pleurais. J'y arrivais pas. Je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Des fois, quand je sortais des salles, je pensais qu'il y a une chose, c'était de me jeter du haut du balcon. Et ça a été très dur. Donc j'ai fait 1 mois et demi au lycée et j'ai arrêté. Donc j'ai été déscolarisée pendant 4 autres mois, donc jusqu'à janvier. Ensuite, j'ai été réhospitalisée dans une clinique. Une clinique qui était beaucoup plus ouverte, si vous voulez, que la première clinique où j'étais. Disons, la première clinique où j'étais, c'était vraiment une clinique très fermée. Quand on recueille les jeunes ou les adultes qui sont vraiment en très grande souffrance psychique. Et disons que cette clinique était plus ouverte. C'était un pas vers un mieux en fait. Disons qu'on pouvait sortir 2 heures tous les soirs, on avait les téléphones de 17h à 22h en semaine et le week-end presque toute la journée. Et c'était une clinique aussi où il y avait des cours, c'est-à-dire qu'on était 50 et on avait des emplois du temps adaptés, donc on était des classes à effectifs très réduits, donc on était 5 ou 6 par classe. Et en fonction de chaque ado, on avait un emploi du temps adapté à chacun, à ses besoins. Il n'y avait pas de surveillants en fait. Tous les surveillants c'était des soignants. Il y avait un psychiatre, une psychologue dans chaque service. Et là-bas j'y suis restée 7 mois. J'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires à qui je parle encore maintenant. Et j'ai vécu 7 mois qui ont été au début très compliqués parce que j'étais loin de mes parents et je les voyais qu'un week-end sur 3. Mais ça m'a vachement aidée. J'ai réussi à me sortir complètement de ce monde virtuel dans lequel j'étais engouffrée. J'ai réussi à revivre en fait. J'ai eu l'impression de renaître. Alors c'était pas facile tous les jours. Il y avait des hauts comme des bas. Mais je me suis sentie mieux. J'ai rencontré des personnes extraordinaires avec des pathologies diverses. Et quand on les voit dans la rue, c'est des personnes comme vous et moi qui sont complètement normales, qui ont une pathologie, mais une pathologie ne définit pas une personne. Il faut arrêter de coller des étiquettes. Quelqu'un qui va être bipolaire n'est pas un fou, quelqu'un de schizophrène n'est pas fou. Une personne qui souffre d'anorexie, il faut pas lui dire mais mange, c'est pas si simple que ça, c'est des maladies à part entière, il faut le prendre en compte. Et il ne faut pas avoir peur des personnes qui souffrent de ces pathologies. C'est des personnes qui sont en souffrance psychique et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de monde, qui ont besoin d'être écoutées et qui ont les mêmes besoins que tout le monde. C'est des personnes humaines avant tout. Et donc je suis sortie de cette clinique au bout de 7 mois. Alors c'est moi qui ai demandé de partir parce qu'en fait j'ai eu ce qu'on appelle une dystonie axiale. Donc en fait je marchais en angle droit dans l'autre sens. Alors je sais pas si c'est très clair. En gros j'avais mon corps qui penchait en arrière à tel point que j'avais très mal au dos, je ne pouvais presque plus marcher. Et j'ai été hospitalisée à Purpan, à Toulouse, dans le service neurologie, pendant 2 semaines. Donc je suis partie de la clinique où j'étais, j'ai été hospitalisée là-bas en urgence, parce que je pouvais plus marcher. On m'a fait passer une quantité astronomique d'examens. Et il s'est avéré en fait que c'était mon psychisme et les médicaments que je prenais qui ont tout déréglé. C'est comme si mon cerveau s'était mis en pause, en fait, qui s'était mis en grève. Et je pense que c'est toute la souffrance que j'avais eue, tout ce que j'avais passé, qui s'est extériorisé à travers ça. Donc j'étais en fauteuil roulant quelques mois, et j'ai suivi une rééducation assez intense. J'ai réussi à marcher. Je m'en suis sortie. Alors j'ai réussi.
Alors maintenant, à ce jour, je suis toujours suivie. J'ai toujours des traitements. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est moi. C'est ce qui font la personne que je suis maintenant. Et il faut arrêter d'écouter toutes les idées reçues sur l'hôpital psychiatrique, sur toutes ces pathologies. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour que les gens arrêtent d'utiliser les termes, le nom des maladies à tout bout de champ. Une personne qui est maigre n'est pas forcément anorexique. Une personne qui déprime quelques jours n'est pas forcément en dépression. Une personne qui change d'humeur quelquefois n'est pas forcément bipolaire. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas avoir honte du regard des autres sur ta personne. On vit pour soi, pas pour les autres. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on se scarifie. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. Il faut aussi arrêter de juger les gens par leur maladie. C'est quelque chose que je trouve vraiment horrible. Il faut arrêter aussi de penser que l'hôpital psychiatrique, il n'y a que les fous qui sont camisolés dedans, enfermés, attachés. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est une minorité. C'est qu'un pourcentage faible de tout ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est des choses que j'ai toujours eu du mal à aborder avec les gens quand on me pose des questions sur mes cicatrices, quand on me pose des questions pourquoi j'étais pas en cours, pourquoi j'ai été déscolarisée. C'était quelque chose de très difficile pour moi. J'avais énormément de mal à en parler, mais pourquoi ? Pourquoi je devrais avoir du mal à en parler ? Pourquoi je devrais avoir du mal à aborder ce sujet avec les gens ? C'est mon vécu, c'est moi. N'ayez pas honte de la personne que vous êtes. N'ayez pas honte de votre souffrance. Moi, il y a 4 ans, si on m'aurait dit que là, je serais encore en vie en train de tourner une vidéo en parlant de ce sujet, je n'y aurais pas cru. Parce que il y a 4 ans, j'avais perdu tout espoir, je n'avais plus goût à la vie, j'avais juste envie de mourir. Et je pensais que je ne m'en sortirais jamais. J'ai pensé que ce serait insurmontable. Et pourtant, là, je suis là aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo. Parce que j'assume tout mon passé. J'assume toutes les cicatrices que j'ai sur mon corps. J'assume mon hypersensibilité. J'assume toutes ces choses qui font ce que je suis. Sachez que on finit toujours par s'en sortir.